Sister Ping était un personnage plus vrai que nature. Quand elle a commencé comme passeuse de clandestins, elle faisait beaucoup de choses elle-même. À cette époque-là, à chaque coin de rue, les gangs se faisaient la guerre. Chinatown était devenu une véritable jungle. Elle s'est adressée au gang Fuching et a décidé de travailler avec eux pour augmenter ses profits. Le chef du gang, Akei, avait les hommes de main nécessaires. Sister Ping, elle, s'occupait des paiements. C'est là que son affaire a décollé. Les gangs chinois gagnent des fortunes avec leur cargaison humaine. Ils entraient clandestinement à bord de bateaux, avec de faux visas, avec des passeports dont la photo avait été changée. C'était clairement un réseau de grande envergure. Le Golden Venture transportait à son bord près de 300 immigrants clandestins chinois. Quand on veut faire entrer des centaines de personnes, il faut avoir un solide réseau logistique international. Le gouvernement chinois avait connaissance du réseau de trafic de clandestins et il laissait faire. Elle devait gagner des dizaines de milliers de dollars. Elle voulait continuer, elle voulait développer l'affaire. Lorsque le chef devient trop gourmand, la colère finit par gronder dans les rangs. Des fusillades éclataient partout. Des gens étaient abattus dans la rue. Ces assassinats étaient liés à la guerre intestine qui faisait rage au sein du gang Fuching. Chen Chuiping m'a ri au nez en me disant « Vous n'avez ni les ressources ni les compétences nécessaires pour vous en prendre à nous. » Et elle avait tout à fait raison. On ne faisait pas du tout le poids. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, Sister Ping, la reine des passeuses. Au début du printemps 1993, les habitants de New York sont sur le qui-vive après une attaque inquiétante. Une gigantesque explosion a éventré le sous-sol du World Trade Center peu après midi. Des terroristes étrangers ont ciblé le cœur de la finance américaine. Le ministère de la Justice et le FBI semblent privilégier l'hypothèse d'un acte terroriste. Il faudra des années avant que l'affaire soit résolue et les coupables traduits en justice. 3 mois après le premier attentat à la bombe du World Trade Center, un nouveau genre d'invasion étrangère arrive sur ses rivages. Si elle semble accidentelle, elle n'en est pas moins criminelle. J'ai été réveillé tôt le matin par ma rédaction qui m'annonçait qu'un bateau s'était échoué à Jacob Riis Park, dans les Rockaways. Un vieux cargo délabré s'est échoué sur les côtes du Queens à New York. Le Golden Venture transportait à son bord près de 300 immigrants clandestins chinois. Je me rappelle qu'il était petit et qu'il était bondé. Près de 300 personnes étaient entassées dans la cale d'un cargo rouillé, bon pour la casse. C'était catastrophique parce que les gens ne savaient pas nager. L'eau était glacée. La tragédie se déroule dans l'un des lieux de détente les plus populaires des 5 quartiers de New York. La plage et la promenade Rockaway sur les rivages du Queens. C'était digne d'un film. Les opérations de sauvetage ont continué toute la nuit et une bonne partie du lendemain. Lorsqu'on se jette dans un océan relativement déchaîné avec une eau à 13 degrés, on peut rapidement entrer en hypothermie. 10 corps seront retrouvés sur le rivage. Ceux qui s'en étaient sortis couraient dans les rues des Rockaways en agitant des billets de 100 $ pour trouver des taxis ou quelqu'un qui les déposerait à Chinatown. Il y avait un certain nombre de femmes et d'enfants à bord. Ils se nourrissaient de petites rations de riz. Il n'y avait qu'un seul WC. Si vous parlez à des gens qui vivaient à New York à cette époque-là, même aujourd'hui, plus de 20 ans après, ils se souviennent du Golden Venture. Ils se souviennent de ce qui s'est passé. C'était comme un roman de Joseph Conrad qui se déroulait en plein New York. Au lendemain de cette tragédie, apparaît une nouvelle expression. D'après les enquêteurs, le voyage du Golden Venture a été organisé par une tête de serpent. L'expression tête de serpent vient de Chine continentale. Les gens qui aspiraient à une vie meilleure à Hong Kong devaient ramper sous les barbelés comme des serpents lorsque la région était encore sous contrôle britannique. Et ça a fini par désigner le chef d'un réseau de passeurs.
This administration has taken a strong stand to stiffen the protection of our borders. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur le pays, le gouvernement américain fait toute la lumière sur le Golden Venture et les 10 corps retrouvés sur le rivage des Rockaways. La coupable, la tête de serpent la plus connue de l'histoire des États-Unis, une criminelle internationale appelée Cheng Shui-Ping. À Chinatown, elle est surnommée Big Sister ou Sister Ping. Celle que la police décrit comme une criminelle impitoyable a recours au kidnapping, à la torture et à l'extorsion. Elle est à la tête du plus gros réseau de passeurs de tous les temps. Elle était le cerveau du plus important réseau de trafic clandestin dont les États-Unis avaient eu connaissance. Elle était au cœur de l'affaire d'immigration clandestine la plus importante qu'on ait jamais connue. Lorsque le nom de Sister Ping a été connu, ça a fait les choux gras des tabloïds. L'histoire d'une grand-mère cerveau d'un réseau de passeurs, ça fait vendre. Difficile d'imaginer lorsqu'on se fie à son apparence qu'elle est à la tête d'un réseau criminel international. Elle avait l'air d'une immigrée ordinaire. Ceux qui ne connaissaient pas le dossier Sister Ping étaient surpris d'apprendre que c'était cette petite dame. En réalité, Sister Ping était tout sauf ordinaire. Sister Ping était une légende à Chinatown et dans sa province natale parce qu'elle fournissait aux gens un service qu'ils désiraient. Si elle est devenue si célèbre et si elle a pu construire un tel empire, c'est parce qu'elle a su se forger une notoriété. Je pense qu'on ne peut jamais savoir de quoi quelqu'un est capable, simplement en se fiant à son physique. Elle a profité des gens. Et elle l'a fait d'une façon qui leur coûtait la vie. Elle savait que ça pouvait arriver. Elle savait que c'était déjà arrivé, pourtant elle a continué. Elle n'avait absolument aucun respect pour la vie humaine. Elle dirige son empire depuis un petit bazar au cœur du quartier chinois de New York. Devant sa boutique, il y avait quelques manèges à pièces pour les enfants. Un phoque, un éléphant en plastique. À l'intérieur, c'était surtout des portiques de vêtements, des bibelots et ce genre de choses. Des sommes d'argent colossales transitaient par ses comptes. C'est vraiment un très bon exemple de l'organisation criminelle qui dispose d'une couverture pratiquement parfaite. Son réseau était vaste. Il s'étendait sur une douzaine de pays et comptait des dizaines et des dizaines de personnes à son service. Les relevés téléphoniques, les faux visas et passeports et les livres de comptabilité montrent qu'elle a des contacts en Chine, dans le reste de l'Asie, mais aussi en Afrique et en Amérique du Sud. À l'époque, le passage coûtait 30 000 $. C'était pratique courante. À votre arrivée, si vous n'aviez pas payé votre dû, vous étiez retenu par les passeurs jusqu'à ce que ce soit fait. On vous battait, on vous menaçait. Malheureusement, ceux qui aspiraient à la liberté et à une nouvelle vie dans ce pays n'ont connu que le malheur. Ils ont été séquestrés dans des planques, des entrepôts, jusqu'à ce que le coût de leur passage soit réglé. Parfois, ils leur faisaient téléphoner à leurs proches restés au pays pendant qu'ils les torturaient pour accélérer les paiements. Elle ne se salissait pas les mains, mais c'était elle qui faisait exécuter la sale besogne. Les profits que Sister Ping réalisait se chiffraient en dizaines de millions de dollars. Elle se fichait que les gens aient une vie meilleure. Ce qu'elle voulait, c'était être payée. Beaucoup de gens ont réussi à se construire une très belle vie après avoir fait appel au service de Sister Ping. Mais il y en a autant qui ont péri en mer, ou qui ont été frappés à mort ou abattus par un gang. Et ceux-là ne peuvent plus s'exprimer. Alors que la plupart des passagers à bord du Golden Venture ont été interpellés et écroués, les immigrants chinois arrivés sur nos côtes au début du mois ont été incarcérés dans 4 prisons d'État dans l'espoir de décourager d'autres tentatives. Sister Ping, la tête de serpent qui a envoyé des milliers de ses compatriotes vers un avenir qu'ils croyaient doré, disparaît sans laisser de traces. À Chinatown, ça se terminait de 3 façons possibles. Soit on arrêtait la personne, soit elle se faisait tuer,
soit elle s'enfuyait et repartait vers la Chine. Vu le nombre de contacts à l'étranger dont elle disposait, il était difficile de mettre les ressources suffisantes sur l'affaire Sister Ping. On risquait de ne jamais l'arrêter. En 1993, le gouvernement américain met les meilleurs éléments du FBI sur la trace d'une tête de serpent. Cette criminelle, connue sous le nom de Sister Ping, est le cerveau du plus grand réseau de trafic de personnes des États-Unis. Il y a quelque chose de fascinant dans le fait qu'une grand-mère trapue qui tient un bazar à Chinatown soit en réalité à la tête d'un réseau de passeurs international qui rapporte des millions de dollars. Avant que le Golden Venture ne s'échoue en juin 1993, le INS, le service d'immigration et de naturalisation, enquête déjà sur Sister Ping. À la fin des années 1980, j'ai reçu un appel des inspecteurs de l'aéroport JFK. Ils avaient intercepté au centre de courrier des passeports vierges avec les noms et les photos de ressortissants chinois. À ce moment-là, nous avons pu identifier deux individus jouant un rôle clé, le mari et la femme. Yik Tak Chung, le mari, et Cheng Chui Ping, la femme, alias Sister Ping. Joe Okipinti découvre qu'ils tiennent un bazar sur Esther Street, à Chinatown. Je suis allé voir le FBI, je leur ai montré les rapports d'enquête et à mon grand étonnement, mais je comprends, ils m'ont fait savoir que leur priorité c'était les pays du bloc soviétique et les Cubains. À la fin de la guerre froide, face aux gigantesques arsenaux nucléaires, un couple de Chinois d'âge moyen qui tient un bazar ne semble pas représenter un grand danger. Il y a une forte demande en Chine de gens qui veulent entrer illégalement aux États-Unis. Et soudain, on assiste à une explosion de l'immigration clandestine par voie maritime. Quand le gouvernement adopte des lois interdisant quelque chose, cela profite toujours aux acteurs du marché noir et aux criminels. Sister Ping propose un service dont des générations de Chinois rêvent depuis des décennies. Cela remonte à la construction du chemin de fer transcontinental, lorsque des centaines de milliers de Chinois sont venus pour travailler. Les vagues d'immigration provenaient de la province de Canton, des environs de Hong Kong. On les appelait les Cantonais. Une fois le chemin de fer construit, ils n'avaient plus de travail. Et c'est à ce moment-là que la loi d'exclusion des Chinois a été votée expressément pour empêcher les Chinois de venir aux États-Unis. C'est la première fois que la politique d'immigration américaine vise un groupe ethnique spécifique. Les gens essayaient par tous les moyens de venir aux États-Unis, et en particulier à New York. New York était un aimant qui attirait les populations asiatiques, et plus spécifiquement chinoises. En 1960, on recense quelques 20 000 immigrés chinois vivant à New York. En 1980, leur nombre est passé à 200 000. La plupart, comme Sister Ping, sont des Fukiénois, des habitants de la province de Fujian. Les Fukiénois parlaient une langue différente. Leur culture était un peu différente. Il y avait un fossé à Chinatown entre les immigrés de longue date et les Fukiénois qui venaient d'arriver. La province du Fujian est très rurale, très arriérée. Tous les habitants étaient extrêmement pauvres. Ils n'avaient pas d'eau courante, pas d'électricité. C'était, je pense, un endroit épouvantable où grandir. La plupart des gens n'allaient plus à l'école après l'âge de 9 ans parce qu'ils devaient aller travailler dans les rizières ou sur les bateaux de pêche. Son père était dans la marine marchande et il avait fini par venir à New York pour travailler dans l'industrie de la restauration. Des documents du service d'immigration indiquent que le père de Sister Ping est arrêté à New York en 1977 et expulsé vers la Chine. À cette époque-là, sa fille est parvenue à fuir la province du Fujian pour Hong Kong, où elle a ouvert une épicerie. En 1981, Cheng Chui Ping se rend au consulat américain et fait une demande de visa. Elle se dit prête à travailler comme domestique aux États-Unis pour le bien de ses 4 enfants. Elle a fini par venir s'installer ici et elle est devenue connue à Chinatown pour ce qu'elle faisait.
Et ce qu'elle a commencé à faire, c'est ouvrir une banque clandestine dans son bazar d'Ester Street. Il y a une méfiance culturelle pour les banques, surtout chez les nouveaux arrivants. Ils ne font pas forcément confiance au système financier en place. Imaginons un ressortissant chinois aux États-Unis. Généralement, c'est un homme qui a laissé sa famille au pays, qui travaille 6 ou 7 jours par semaine et qui envoie de l'argent en Chine toutes les semaines. S'il s'adresse à une banque pour le faire, elle prélèvera une commission de 7% et le transfert prendra 2 semaines. Sister Ping ne prenait que 2%. L'argent était déposé à son bureau et la somme arrivait en Chine en 24 heures en dollars américains. Elle a mis à mal nombre de banques sur East Broadway. Sister Ping s'est construit une image de fiabilité dans un environnement où il devient de plus en plus difficile de se déplacer. Chinatown était devenu une véritable jungle. On connaît le quartier chinois de New York pour ses rues étroites, ses restaurants et ses boutiques. Mais les rues de Chinatown peuvent être dangereuses. Une guerre de gangs y fait rage depuis longtemps. Au début, il n'y avait pas beaucoup de policiers chinois. Il y avait donc peu de policiers qui parlaient la langue et qui connaissaient bien le quartier. À cette époque-là, à chaque coin de rue, il y avait un gang différent qui portait un nom compliqué en lien avec une créature mythique ou toute puissante. Les dragons volants, les tigres blancs, les Fukching, les ombres fantomatiques. Tous ces gangs contrôlaient chacun un territoire de plusieurs rues. Ils contrôlaient les tripots, les maisons closes et ils rackettaient les propriétaires de restaurants. Les policiers étaient perdus. Bien que le poste de police de la 5e circonscription se trouve sur Elizabeth Street dans Chinatown, ils avaient l'impression d'être des étrangers dans un pays étranger. Dans cette jungle urbaine, Sister Ping bénéficie d'une grande notoriété et d'une couverture imparable. Elle se lance alors avec son mari Yik Tak Chung dans une nouvelle activité. Quand elle a commencé comme passeuse de clandestins, elle faisait beaucoup de choses elle-même. Elle conduisait les clients jusqu'au bateau. Elle accueillait les clients lorsqu'ils avaient passé la frontière. Elle les conduisait dans des planques. Elle vivait dans les planques avec eux. C'était une petite affaire au départ. Avant tout, une affaire familiale. Tout comme pour ses services de transfert d'argent, Sister Ping acquiert une réputation de fiabilité en tant que tête de serpent. Elle avait un très bon sens des affaires. En revanche, Sister Ping n'avait aucun contrôle sur des gangs comme le gang Fukching. Fukching est une abréviation qui signifie « jeune Fouquier-noir ». À l'époque, c'était le gang le plus important qui sévissait à Chinatown. Pour être à la tête de ce gang, il fallait avoir une très forte personnalité. Et c'était le cas de A.K. A.K. était un jeune assassin, très intelligent, tout à fait impitoyable, qui dirigeait un gang. Non seulement il tuait des gens extérieurs au gang, mais si un membre de son gang le contrariait, il le tuait aussi. Le fait que A.K. et le gang Fukching s'en prennent à Sister Ping montre à quel point elle était devenue une femme d'affaires prospère. A.K. a braqué sa famille à 2 reprises et pointé une arme sur la tête de sa fille quand elle était petite. La logique voudrait qu'elle n'ait pas eu envie de travailler avec quelqu'un comme ça, et pourtant elle l'a fait. Elle s'est adressée au gang Fukching et a décidé de travailler avec eux pour augmenter ses profits. C'est là que son affaire a décollé. Elle commence à transporter des personnes en masse, comme s'il s'agissait de marchandises, et pour cela, elle a besoin de gros bras. Elle pouvait remplir des cargos entiers de personnes qui voulaient entrer illégalement aux États-Unis. Mais elle avait besoin d'hommes de main pour les maintenir dans le rang et les menacer, afin que leur famille rembourse leur passage. Les gangs chinois gagnent des fortunes avec leur cargaison humaine. Ils avaient leurs propres règles. Elle ne pouvait pas les contrôler. En 1989, les regards du monde entier se tournent vers la Chine avec effroi. D'horrifiaux récits nous parviennent. On parle d'étudiants renversés par des chars, puis à l'hôpital débranchés de leurs respirateurs artificiels, ainsi que de femmes et d'enfants abattus sans distinction. Tandis qu'à Pékin, les étudiants descendent dans la rue autour de la place Tiananmen pour exiger des droits fondamentaux, aux États-Unis, les policiers sont sur la trace d'une criminelle.
la passeuse de clandestins la plus connue de Chinatown. Mais au départ, c'est à son mari qu'il s'intéresse. Son mari s'appelait Yik Tak. Un jour, il m'a dit, quand on a commencé, c'était juste pour faire venir des membres de notre famille. Moi, je voulais arrêter, mais Sister Ping ne voulait pas. Elle voulait continuer, elle voulait développer l'affaire. En janvier 1989, 6 mois avant Tiananmen, les corps de 4 Chinois, dont une petite fille de 6 ans, sont découverts dans le fleuve Niagara à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Les enquêteurs américains découvrent sur l'un des corps un numéro de téléphone qui les mène à Hester Street. Mais la preuve n'est pas suffisante. On a arrêté Cheng Shui-ping plusieurs fois. J'ai arrêté M. Chung, le mari. Il ne craquait pas. De surcroît, lorsqu'on les arrêtait, l'association des Fouquier-Nois était immédiatement au courant. L'association des Fouquier-Nois était un regroupement d'hommes d'affaires de Chinatown, qui, bien entendu, défendait les intérêts des Fouquier-Nois. Ils avaient des avocats pour les représenter, et ils les faisaient libérer. Quelques mois après l'affaire du Niagara, la police arrête Sister Ping à l'aéroport international de Toronto, dans le cadre d'une opération d'infiltration. Elle a glissé à un informateur des centaines de dollars dans les pages d'un journal et lui a confié 3 immigrants clandestins chinois. Il faisait passer des gens par la frontière canadienne. Selon elle, l'un d'eux était son cousin. Sister Ping est condamnée à 6 mois de prison pour trafic de personnes. Elle a vraisemblablement entendu parler du massacre de Tiananmen depuis la prison du comté de Butler en Pennsylvanie. On veut vivre en paix. On ne veut pas de l'armée. On ne veut pas de fusillade ni d'affrontement. L'armée tire sur des innocents. Pour une tête de serpent, Tiananmen représente une occasion en or. Je pense que Tiananmen et la répression qui s'en est suivie ont donné envie de quitter la Chine à encore plus de gens. Ils n'obtiendraient pas plus de liberté. Sister Ping ne purge que 4 mois de prison. Elle retourne à Hester Street et se remet immédiatement au travail. Des informations ont commencé à nous parvenir des 4 coins des États-Unis. Des ressortissants chinois, venus principalement de la province du Fujian, entraient aux États-Unis. Ils entraient sans passer par un poste de douane. Ils entraient clandestinement à bord de bateaux, avec de faux visas ou avec des passeports dont la photo avait été changée, mais ayant de vrais visas. C'était clairement un réseau de grande envergure. De nombreux Fouquier-Nois vivaient déjà aux États-Unis et il y en avait aussi de nombreux autres en Asie du Sud-Est. Sister Ping dispose d'un réseau de personnes originaires de sa province natale qui vivent tout au long de la route vers les États-Unis. Les relevés téléphoniques du 148 Hester Street faisaient état d'appels émis vers tout le pays, mais aussi vers la Chine, pratiquement toute l'Amérique du Sud, les Caraïbes et l'Amérique centrale. Mais téléphoner n'a rien d'illégal. Cheng Shui-ping m'a ri au nez lorsque je l'ai arrêté un jour, en me disant « Vous n'avez ni les ressources, ni les compétences nécessaires pour vous en prendre à nous. » Et elle avait tout à fait raison. On ne faisait pas du tout le poids. Au début des années 1990, Sister Ping et son mari Yik Tak achètent un immeuble commercial au cœur de Chinatown pour la somme de 3 millions de dollars. Elle ouvre un restaurant. Elle tient une banque clandestine. Elle est la tête de serpent la plus importante des États-Unis et elle s'associe à ses ennemis. Nous savions que le gang Fuqing et Sister Ping étaient en lien. Le gang Fuqing est un groupe violent de jeunes Fouquier-Nois dirigé par un criminel connu sous le nom de A.K. Sister Ping avait un passé compliqué avec A.K. Au départ, c'était quelqu'un qui l'avait volé et qui, ce faisant, avait visiblement gagné son respect. Il avait fini par s'excuser d'avoir cambriolé sa maison et de l'avoir volée, elle et sa famille.
Il était à la tête d'un gang. Il avait les hommes de main nécessaires. Sister Ping, elle, s'occupait des paiements et grâce à ses contacts, elle gérait le réseau. C'est un commerce illégal qui a un bel avenir. L'envie d'émigrer en Occident des ressortissants chinois n'a d'égal que la demande en main-d'œuvre bon marché des États-Unis. Tout ça vient du désir des consommateurs. Ils veulent des repas chinois bon marché, que ce soit à emporter ou dans ces restaurants ou buffets à volonté que l'on voit dans beaucoup de centres commerciaux partout dans le pays. C'est l'industrie de la cuisine chinoise qui est le moteur de tout ça. Il y a un réseau qui fournit des coursiers, des cuisiniers et à mesure qu'ils gravissent les échelons, des propriétaires de restaurants. Lorsque Sister Ping s'associe avec Akei, le monde du trafic de personnes a évolué. Au départ, les passeurs transportaient les clandestins par voie terrestre, mais cela prenait énormément de temps et était incroyablement risqué. À un moment donné, les passeurs ont compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent plus vite et apporter de meilleures garanties à leurs clients en utilisant des bateaux. Vous ne pouvez pas arriver dans un port avec un énorme cargo et faire débarquer une foule de clandestins. Vous vous feriez prendre. Les passeurs étaient malins. Ils ancraient les cargos qu'ils appelaient les vaisseaux mers au large et vidaient leur cargaison en utilisant des canaux. Sister Ping représente la banque. Akei et le gang Fuqing assurent la sécurité et le déchargement des vaisseaux mers. Ils chargeaient les clandestins à l'arrière de camions et les emmenaient dans des entrepôts répartis sur toute la côte est des États-Unis. Le Golden Venture n'est pas le premier bateau qu'ils achètent. Ce n'est pas non plus le seul qu'ils possèdent. Ça, c'était un seul voyage, une seule opération. Elle faisait ça depuis longtemps. Elle devait gagner des dizaines de millions. Quant au gang, il gagnait des millions. Lorsque les bénéfices sont devenus importants, le réseau a commencé à se déliter. Dans l'histoire des gangs, c'est quelque chose qui se répète sans cesse. Peu importe le groupe ethnique, la culture. Lorsque le chef devient trop gourmand, la colère finit par gronder dans les rangs. Ils s'entretuaient à New York. Des fusillades éclataient partout. Ces assassinats ont été commis en représailles d'un double meurtre perpétré à New York. Résultat de la guerre intestine qui faisait rage au sein du gang Fuqing. Un gang qui se livrait à des activités illégales, en particulier le trafic d'immigrants clandestins. À l'arrivée du bateau, il n'y avait personne pour venir débarquer les passagers. Ils étaient trop occupés à s'entretuer. Au printemps 1993, la réputation de Sister Ping n'est plus à faire. Cette femme d'âge moyen venue du fin fond de la Chine s'est bâtie un empire dans le quartier chinois de New York. Mais au mois de juin de la même année, son réseau international va commencer à s'effondrer en à peine 48 heures. J'étais chez moi avec ma femme et mes 3 filles devant la télé et je l'ai vu. Un vieux cargo délabré s'est échoué sur les côtes du Queens à New York. Le Golden Venture transportait à son bord près de 300 immigrants clandestins chinois. J'en revenais pas qu'ils aient fait rentrer 300 personnes dans ce bateau, sans compter l'équipage. 10 corps sont retrouvés dans l'eau ce matin-là. Au vu des détails du voyage, le fait que le Golden Venture soit arrivé jusqu'aux États-Unis tient déjà du miracle. La simple logistique est ahurissante. Le gang l'avait acheté à Bangkok, je crois. Il s'appelait le Tong Sern à ce moment-là. C'était un vieux cargo délabré et il l'avait maquillé et rebaptisé. Par endroits, le sol était rafistolé avec du contreplaqué. Il n'y avait qu'un seul WC. Les 300 passagers ont commencé leur migration plusieurs mois avant l'embarquement. Ils avaient commencé en Chine, traversé à pied les montagnes birmanes et étaient arrivés à Bangkok où certains avaient attendu plusieurs mois. En épluchant les relevés téléphoniques, on a vu les pays qu'ils avaient traversés, les planques où ils avaient séjourné. Il est évident que le transport de centaines de personnes de pays en pays ne peut pas être assuré par une seule personne. Il faut avoir un solide réseau logistique international. D'après les services d'immigration de Hong Kong, le gouvernement chinois avait connaissance du réseau de trafic de clandestins et il laissait faire. On ne fait pas sortir un demi-million de personnes de Chine pour les faire entrer clandestinement aux États-Unis sans avoir des visas de sortie.
Il faut acheter des responsables corrompus en Chine, puis il faut soudoyer des gens et avoir un réseau en Thaïlande. Ensuite, il faut traverser le Pacifique. La traversée de l'océan n'est censée prendre que quelques semaines. À cause de problèmes de moteur, ça a pris des mois et des mois. Ça a dû être un cauchemar pour ces gens-là. Le gouvernement américain savait que le Golden Venture se dirigeait vers les États-Unis. Un article dans le South China Morning Post en parlait en avril 1993, soit 2 mois avant que le cargo ne s'échoue. D'après l'article, les passagers sont alors bloqués sur les côtes kenyanes. Parmi eux, il y aurait des avocats, des médecins, des ingénieurs, ainsi que 52 mineurs retenus comme esclaves sexuels. Il a finalement contourné la pointe sud de l'Afrique, franchi l'Atlantique Sud et l'Atlantique Nord pour finir au large des côtes de Nantucket. Des documents attestent que le 4 juin, le cargo a été repéré par un pilote des gardes-côtes américains qui signale le bâtiment comme étant à l'arrêt. Je me suis toujours demandé pourquoi le garde-côte n'avait pas arrêté le bateau. Ça aurait évité la tragédie. L'affaire du Golden Venture fait déjà des morts avant même que le cargo ne s'échoue. Dans la ville de Teaneck, un quartier résidentiel très tranquille du New Jersey habité par de nombreuses familles de la classe moyenne, un beau matin, les habitants s'étaient réveillés et avaient découvert des gens qui se tiraient dessus, des gens qui étaient abattus dans la rue. Les victimes sont les frères de Akei, le chef du gang Fukching. Ils ont été abattus par leur propre clan. L'un de ces jeunes hommes de main, un certain Dan Jinlin, voulait une part du gâteau parce qu'il voyait les profits que faisait Akei. La fusillade de Teaneck est une riposte à la tentative d'assassinat ratée de Dan Jinlin. Les auteurs de la fusillade se dirigeaient vers le pont George Washington et ils ont été bloqués dans les bouchons au niveau du péage. La police portuaire était postée sur le pont. Ces individus sont sortis de leur camionnette. Parmi eux, Dan Jinlin. Ils étaient couverts de sang. Ils ont été arrêtés. Voilà ce qui se passait lorsque le Golden Venture s'est échoué. Le gang était en proie à une guerre intestine. Personne n'était venu à la rencontre du bateau et le capitaine ne savait pas trop quoi faire. Il y avait un certain nombre de passeurs à bord. Ils ont commencé à regarder des cartes. Ils ont d'abord envisagé d'avancer jusqu'au chenal d'East River et de débarquer tout le monde dans le Lower East Side, juste à côté de Chinatown. Puis ils se sont ravisés. Les vivres s'épuisent, ils sont désespérés. Le capitaine a apparemment décidé d'échouer le bateau pour qu'ensuite tout le monde descende. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il a échoué le bateau et des gens sont morts. La semaine après l'arrivée de 300 réfugiés chinois sur les côtes de New York, le président Clinton a annoncé de nouvelles mesures fortes contre l'immigration clandestine. 1993, c'était la première année de l'administration Clinton. Et il avait connu des débuts très difficiles. L'affaire du Golden Venture était pour lui l'occasion de montrer qu'il était capable d'adopter une ligne dure. Les immigrants chinois arrivés sur nos côtes au début du mois ont été incarcérés dans 4 prisons d'État dans l'espoir de décourager d'autres tentatives. Peter Cohn a réalisé Golden Venture, un film documentaire sur le calvaire des passagers du cargo des Têtes de Serpent. La première a eu lieu au Festival du film de Tribeca à New York en 2006. C'était la première fois que des immigrants qui étaient arrêtés étaient mis en prison. Ils n'ont pas vu leur demande d'asile examinée pour des raisons politiques, parce que le gouvernement Clinton voulait en faire un exemple. 154 survivants sont écroués dans une prison du comté de York, en Pennsylvanie, pour une durée indéterminée. Peu après, Akei, le chef du gang Fukching, a été arrêté. Une unité spéciale du FBI appelée C6 mène déjà une enquête sur le gang Fukching lorsque le Golden Venture s'échoue. À ce moment-là, on mettait encore les membres du gang sur écoute. On planifiait leur arrestation et on gérait les répercussions de Teaneck. C'est donc seulement après coup qu'on a compris la portée du Golden Venture. C'est Akei lui-même qui leur révèle son importance.
Akei avait très bien analysé la situation dans laquelle il se trouvait. Il avait compris que le mieux pour lui était de coopérer. Akei donne aux policiers tous les détails concernant le réseau de la plus importante tête de serpent des États-Unis, sauf le lieu où elle se trouve. Peu après l'arrestation des membres du gang en août 93, nous avons fait une descente dans le bazar de Sister Ping sur East Broadway. Nous y avons trouvé un grand nombre de preuves solides, des passeports, des pochettes de plastification, les différents outils qu'on utilise lorsqu'on se livre au trafic de personnes. Il y avait des informations sur les transferts d'argent qui indiquaient les sommes qui passaient par la boutique chaque jour. Son mari, Yik Tak, n'avait pas quitté Chinatown. Il avait toujours été là. Il est arrêté, mais rapidement relâché. Il était impossible qu'il soit le cerveau derrière le type d'empire que Sister Ping avait bâti. Aucune des personnes que j'ai interrogées, aucun des informateurs à qui j'ai parlé ne m'a jamais dit « Je suis le client de Yik Tak ». C'était toujours Sister Ping. Les mois deviennent des années. De toute évidence, la tête de serpent continue d'opérer de loin. Elle avait une ferme en Afrique du Sud et elle logeait certains de ses clients dans cette ferme en attendant de les transporter aux États-Unis. Elle avait également une propriété au Guatemala. Elle avait organisé un transport par bateau de 200 étrangers environ vers les États-Unis via le Guatemala. Certains des canots qui servaient à débarquer les passagers avaient chaviré parce que la mer était agitée. Et une vingtaine d'entre eux s'étaient noyés au large du Guatemala. Bien que les preuves contre elle s'accumulent, les espoirs de la trouver un jour s'amenuisent au fil des années. Il était probable qu'elle soit en Chine. À l'époque, la Chine, c'était comme un trou noir pour nous. Lorsque des criminels repartaient en Chine, il y avait de fortes chances pour qu'on ne les retrouve jamais. En 1997, les derniers des 286 passagers du Golden Venture, le cargo de Sister Ping qui s'était échoué à New York, sont libérés de prison. Beaucoup ont passé 4 ans derrière les barreaux. En revanche, la criminelle que le gouvernement accuse d'être principalement responsable de leur sort est libre et en cavale. Sister Ping était le gros poisson. Les agents du FBI chargés du dossier pensent qu'elle est rentrée en Chine. On a dressé une liste complète de tous les membres de la famille de Sister Ping, son arbre généalogique entier. Et nous avons fourni cet arbre à notre attaché juridique à Hong Kong. Sur cette liste, il a reconnu le nom du fils de Sister Ping, qui était venu à l'ambassade américaine en disant qu'il avait perdu son passeport américain et qu'il lui en fallait un nouveau. La tête de serpent qui gagnait des millions en faisant franchir illégalement des frontières à des immigrants va tomber dans le cadre d'un voyage effectué en toute légalité. La police de Hong Kong a accepté de surveiller le fils à l'aéroport au cas où sa mère l'accompagnerait. La stratégie porte ses fruits. J'ai eu un appel de sa fille qui me disait qu'elle avait été arrêtée à Hong Kong. 2 jours plus tard, je m'envolais pour Hong Kong. Joel Stephen Cohen lui rend visite en prison. Il lui conseille de ne pas s'opposer à son extradition et de coopérer avec la police américaine. J'avais d'autres clients qui avaient dépensé des millions de dollars pour s'opposer à leur extradition depuis Hong Kong. Et au bout du compte, aucun n'avait pu y échapper. Elle n'a pas écouté mes conseils et elle a décidé de s'opposer à son extradition. La bataille juridique durera 3 ans. Ces 3 années nous ont laissé le temps de creuser des aspects du dossier qu'on n'aurait normalement pas eu le loisir de creuser. Quand elle est arrivée aux États-Unis en 2003, on avait une liste d'environ 25 personnes aux 4 coins du monde qui étaient prêtes à témoigner contre elle. Le témoin clé de l'accusation est un homme qui a reconnu avoir commis 5 meurtres. Akei était un criminel professionnel. Il n'a jamais minimisé son rôle dans quoi que ce soit. Il n'a jamais essayé de se justifier. Il était d'une honnêteté brutale et de ce fait, il était crédible. Le gouvernement lui achète son témoignage et le paie avec un certain degré de liberté.
C'est aussi simple que ça. Akei était le témoin sur lequel tout reposait. Le 22 juin 2005, 12 ans après le Golden Venture, Sister Ping est reconnu coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre les délits de trafic de clandestins, de séquestration, ainsi que de blanchiment d'argent et d'extorsion. Si tant est qu'elle ait réellement voulu aider les gens qu'elle faisait entrer ici, il y a quand même eu des morts, des recours à la menace, à la tromperie et beaucoup d'alliances avec les gangs. Elle passe 9 mois dans une prison de New York en attendant sa condamnation. Tous les jours, elle pliait soigneusement ses affaires et se préparait comme si elle était sur le point de partir en voyage. Parce qu'elle était persuadée que d'un jour à l'autre, elle allait être relâchée et rentrer chez elle. Le 16 mars 2006, Big Sister Ping est de retour au tribunal pour l'énoncé de sa peine. Elle est bien décidée à se faire entendre. Nous avons conseillé à notre cliente de se taire. En vain. Elle s'est levée et s'est lancée dans un discours qui a duré plus d'1 heure. En gros, elle disait qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle n'avait certainement pas eu recours à quelque forme de violence que ce soit, qu'elle traitait bien les gens, que les gens lui étaient reconnaissants de les avoir aidés. J'étais enceinte de plusieurs mois à l'époque. Et elle m'a regardée à un moment donné pendant l'audience et elle a dit « J'ai fait tout ça pour mes enfants. Vous comprendrez bientôt, Madame Brown. » Je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. Son discours a rendu le juge furieux. Lors de l'énoncé de la peine, je n'ai pas pour habitude de m'adresser à l'inculpé, sauf pour lui annoncer sa condamnation. Mais dans son cas, j'ai tenu à m'exprimer parce qu'il y avait des journalistes. Je ne voulais pas que les gens se fassent de fausses idées. Il lui a donné le maximum. Il y avait des preuves accablantes contre elle qui montraient qu'elle avait profité de plusieurs milliers de personnes. Le juge Michael Mukasey la condamne à une peine de 35 années de prison. À 57 ans, cela équivaut à une condamnation à perpétuité. Quelqu'un l'a certainement interviewée en prison parce que, dans un article, elle dit « Le FBI m'a tué. Le FBI a détruit ma vie. » C'est assez classique chez les criminels de tout poil. Que ce soit les petites dames chinoises ou les parrains de la mafia, ils trouvent toujours quelqu'un sur qui rejeter la faute. Le 24 avril 2014, après avoir passé 7 ans derrière les barreaux, Sister Ping décède des suites d'un cancer du pancréas. Une procession funéraire est organisée dans le quartier chinois de New York. Le jour de son enterrement, il y avait des fleurs dans toute la rue. Elle était vénérée même après sa mort. Le problème dans l'affaire Sister Ping est d'ordre moral. Si une personne fournit un service que les gens désirent, comment peut-on la condamner? Dans Chinatown, elle avait un peu une réputation de Robin des Bois. Mais Robin des Bois n'a jamais exploité les siens. Il ne les a pas entassés dans des bateaux et envoyés à l'autre bout du monde pour gagner de l'argent. Il est peut-être vrai que Sister Ping n'a jamais frappé personne avec une barre de fer ou ouvert le feu à un coin de rue. Mais elle était en lien direct avec ceux qui le faisaient. Et elle savait très bien ce que ça signifiait. Par conséquent, elle ne pouvait pas échapper à ses responsabilités. Il y a une certaine justice dans la façon dont ça s'est terminé.